Amis des alimentations, bonjour. Hier, je vous avais promis une petite vidéo sur une alimentation que j'ai achetée sur eBay. Donc, allons-y. Bon, on va pas revenir là-dessus. J'ai quand même réussi a priori à résoudre mes problèmes de son en recyclant un vieux micro de Macintosh. Ce qui fait que maintenant, je pense qu'on a quelque chose d'à peu près correct. Donc, j'aime bien acheter de temps en temps des vieux matériels d'occasion. Sachant que quand c'est le cas, faut bien savoir dans quoi on se lance et qu'est-ce qu'on risque. On trouve souvent sur eBay des tas de vendeurs qui vendent des matériels électroniques d'occasion, des oscilloscopes, des alimentations, des générateurs, j'en passe et des meilleurs. Et ici, faut bien savoir un petit peu dans quoi on se lance. Souvent, un des problèmes qu'on rencontre, c'est que les gens lisent pas bien les annonces. Acheter du matériel électronique d'occasion, des trucs qui ont entre 20, 30, 40 ans d'âge, il faut savoir qu'on prend forcément quand même un petit peu un risque. Il y a plusieurs vendeurs sur eBay qui vendent comme ça un petit peu de la brocante. Il y en a un que je connais depuis relativement longtemps qui s'appelle F1 Power 01. Je mettrai son lien dans la vidéo. C'est un vendeur chez qui j'ai acheté déjà quelques matériels, que certains je vous ai présentés. Par exemple, ma table traçante, je l'avais acheté chez lui, les alimentations lambda aussi. Et c'est un vendeur qui est très sympa, qui a énormément de choix, sachant qu'il vend souvent du matériel, des fois qui est éventuellement en panne, mais il le met toujours dedans. Les prix sont corrects dans l'ensemble. Alors le port est un petit peu cher, mais d'un autre côté, c'est un petit peu normal. Les appareils, c'est très lourd, hein. La lime que j'ai achetée, par exemple, là, elle pèse très 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 lourd. Et en même temps, c'est quelque chose de fragile, hein, surtout les faces avant. Si les colis sont lourds et fragiles, ça fait des frais de port. Par contre, il faut reconnaître un truc, à chaque fois que j'ai acheté du matériel chez F1 Power, l'emballage était vraiment top nickel. Alors c'est vrai qu'il est cher, mais d'un autre côté, ça arrive en bon état, hein. Une table traçante, c'est quelque chose de fragile. La lime, là, elle est très très lourde. Si elle avait cogné et tout, elle aurait été abîmée. Donc pour ça, il faut reconnaître que c'est nickel. Quand j'ai acheté cette lime, il y avait marqué qu'il n'y avait pas de tension en sortie, qu'il y avait un bouton qui était cassé, qu'il y avait un bouton qui ne marchait pas, qu'il y avait un bruit de ventilo. Et en même temps, il n'y avait pas la référence exacte du modèle. Ça veut dire qu'en achetant un tel matériel, je prenais un risque non négligeable. Ici, il y a une inconnue phénoménale et je ne pourrais pas me plaindre auprès du vendeur. Et il le dit que la lime ne marche pas. Donc, en toute connaissance de cause, j'achète un matériel en panne en faisant le pari que je vais réussir à le réparer. Comme disait Forrest Gump, hein, c'est un petit peu une boîte de chocolat. Ça peut être un truc très simple, un fusible, je sais pas, une soudure, un transistor, un truc facile à trouver. Ça peut être une grosse galère, peut-être qu'à l'intérieur tout sera cramé et que ça sera quasiment impossible à réparer. En même temps, le gros problème, c'est de trouver les services manuels, hein, les schémas, les notices. Ici, en même temps, ne connaissant pas le modèle exact, c'est vraiment difficile. Alors, j'ai fini par trouver quand même le modèle, mais j'ai jamais trouvé la notice. Ce qui fait que sur ce modèle-là, a priori, il faudra que je me passe du schéma. Si j'en ai besoin, il faudra que je fasse du rétro-engineering ou continuer à chercher, mais enfin ici, c'est pas très très simple. Maintenant, je la paye pas cher. Encore une fois, euh, c'est ça qui est intéressant. Donc, je fais ce pari-là. Donc voilà la bête. Je vous la montre. C'est vraiment pas facile parce que c'est assez gros. C'est très 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 lourd. Donc c'est une alimentation qui va de 0 à 160 volts pour 0 à 1,5 ampères. Donc c'est une alimentation qui est vraiment assez, on va dire, avec un spectre très très large, hein. C'est-à-dire c'est pour ça que je l'ai acheté, hein, parce que j'avais déjà des alimes qui montaient à 120 volts, mais il m'est arrivé où c'était pas assez pour certaines manips. C'est pour ça que j'ai pris celle-là, parce qu'elle monte jusqu'à 160 volts. Bon, comme prévu, il y avait un bouton ici de cassé, mais enfin on va dire que c'est vraiment rien à réparer. Sinon, elle est à peu près en bon état. Bon, il va falloir la nettoyer. Alors regardons maintenant derrière. Donc derrière, on peut voir qu'elle a un connecteur I3E, hein, pour un puce GPIB avec les switches de réglage. Et ça, c'est sans doute une fonctionnalité que je ne vais pas utiliser, mais de toute façon, elle est comme ça. Il y a la possibilité ici de brancher les sorties et tout derrière, hein, pour ce que j'utiliserai probablement pas. Et ce ventilateur, alors ça fait un petit peu rajouti. Je ne sais pas s'il était là d'origine. Et qui se trouve mis comme ça.
Alors, regardons un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, quand vous recevez un matériel comme ça d'occasion, hein, qui en plus a priori n'a pas fonctionné depuis un petit moment, déjà, je vous déconseille de le brancher tout de suite pour voir comme ça s'il marche. Généralement, ce que je vous conseille le mieux, c'est de commencer déjà à regarder un petit peu. Surtout si a priori on dit qu'il est en panne. Comme je dis souvent, votre meilleur outil d'analyse et de mesure, c'est vos yeux. Donc ici, il faut déjà bien le regarder de tout partout, l'ouvrir, donc là c'est ce que je viens de faire, et jeter un coup d'œil dessus pour voir si on ne détecte pas des fils coupés, des fusibles cramés, des condensateurs gonflés, et toute cette sorte de choses. Donc là, c'est ce que j'ai fait hein, pour cette alim-là. J'ai regardé un petit peu, alors on voit que elle est très 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 lourde. C'est pas du tout une alimentation en découpage. On voit ici qu'il y a cet énorme transfo, ces deux condensateurs de filtrage. Ici, les deux radiateurs sur lesquels il y a à la fois les transistors régulateurs et ici le pont dresseur et la pré-régulation à thyristor. Je vais vous en parler. Là, il y a toute une face avec les indicateurs. Une carte logique pour toute la partie GPIB et ici une carte analogique avec le circuit de régulation. On voit en effet après ce ventilo là qui a été rajouté. Est-ce que ça a été fait par Cistron d'honneur ou c'est une bidouille? Pour info, après regarder, je l'ai essayé et en fait elle fonctionne. Hein. Il y avait des petits problèmes de cavalier, de réglage dessus, mais a priori elle fonctionne plutôt pas mal. Alors c'est vrai que le ventilo fait un bruit d'enfer parce que à mon avis il a beaucoup vécu. Enfin des ventilateurs c'est vraiment pas ce qui me manque, donc je vais pouvoir les changer. Donc voilà, bon le but là c'était pas de rentrer trop dans le détail. Cependant, il y a quelque chose qui est très intéressant sur cette alimentation, c'est la pré-régulation à thyristor. Si on regarde ici sur le côté, là je sais pas si on voit bien, là, il y a donc là les transistors de régulation et ici il y a une sorte de pont diode, mais en fait ce pont il est fait à la fois de 2 diodes et de 2 thyristors. Alors c'est quoi l'intérêt de ça? L'intérêt de ça, je vous ai fait ici un petit schéma, c'est quoi? Si on a ici une alim de 0 à 160 volts pour 1,5 ampères, donc mettons que je lui fais sortir 1 volt ou 1,5 ampères, eh ben, il faudra qu'elle dissipe 240 watts, ce qui est quelque chose d'absolument énorme. Elle va chauffer énormément à cause de ça. Par contre, avec une pré-régulation, eh ben, on dissiperait on fait 7 watts. Alors c'est quoi l'idée? L'idée c'est que dans un pont de redressement ici, un pont qu'on appelle le pont de Gretz, hein, un pont de redressement, eh ben, on va remplacer 2 diodes par un thyristor, et ce thyristor, par rapport au secteur, on va le décaler de façon plus ou moins retardée. On voit que si on le décale relativement beaucoup par rapport au passage à 0, il va conduire ici les parties qu'on voit en noir, ce qui fait que la tension continue sera basse, parce qu'en fait on va charger le condensateur après le redresseur à un moment où la sinusoïde n'est pas à son maximum. Si par contre on le déclenche plus tôt, on voit qu'on va remettre le maximum d'énergie. Si on le déclenche dès le début, bon, on se retrouve avec un pont, je veux dire, normal. C'est ça qui est très intéressant dans ce genre de choses. Hein. Il y a ici, dans ces genres d'alimentation, quelque chose, un système de pré-régulation qui en gros s'arrange pour que la tension avant le régulateur soit supérieure de généralement quelques volts, on va dire 5 à 6 volts, au-delà de la tension de sortie. Grâce à ça, on réduit énormément la dissipation, et sur une alim qui monte si haut que celle-ci, hein, qui monte jusqu'à 160 volts, c'est quelque chose de très très intéressant. Donc voilà pour cette alim, hein. Donc bon, maintenant il faut que je la nettoie un petit peu et que je la teste un peu mieux, voir s'il n'y a pas des réglages à retoucher, et surtout lui trouver une place dans mon lab, parce que là je commence vraiment à être rack. Donc voilà pour cette petite présentation d'aujourd'hui. Que l'affreux cistron, démon des alimentations, vous protège de toutes les ondulations possibles et inimaginables, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.